Imaginez un matin de février dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège, aux alentours de l'an 1300. La température avoisine juste le point de congélation, et un vent incessant hurle depuis la lointaine mer de Barents, à travers la mer de Norvège. Le long de l'estran rocheux, des séchoirs en bois s'étendent à perte de vue. Des milliers et des milliers de poissons suspendus par paires, se balançant en rythme dans les rafales arctiques. Il ne s'agit pas de spécimens fraîchement pêchés destinés à une consommation immédiate. Ils représentent plutôt quelque chose de bien plus remarquable. Une technique de conservation si efficace que les poissons suspendus à ces séchoirs resteront comestibles non pas pendant des semaines ou des mois, mais pendant 5 ans ou plus. Nul besoin de sel. Pas de fumée. Aucun additif d'aucune sorte. Juste le vent, le froid et le temps. Cette méthode simple mais ingénieuse allait bâtir l'économie de la Norvège médiévale, créer des réseaux commerciaux internationaux s'étendant du cercle polaire arctique à la Méditerranée, et nourrir l'Europe catholique à travers des siècles de jeûnes religieux. Le stockfish, suspendu à ses séchoirs en bois, représentait la réponse de l'Europe médiévale à l'un des plus anciens défis de l'humanité. Comment conserver les protéines sur le long terme? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les pêcheurs norvégiens du Moyen Âge ont développé une technique de conservation ne nécessitant absolument aucun sel, aucune fumée et aucun additif. Nous examinerons la science derrière la lyophilisation naturelle qui élimine 80% de l'eau du poisson, créant un produit 5 fois plus concentré sur le plan nutritionnel que son équivalent frais. Vous apprendrez pourquoi ce poisson séché est devenu la principale exportation de la Norvège médiévale, représentant le chiffre stupéfiant de 80% des revenus commerciaux de la nation. Les règles religieuses qui ont créé une demande européenne massive seront révélées, ainsi que l'histoire de la façon dont les marchands allemands de la Ligue hanséatique ont bâti un empire commercial qui perdurera des siècles sur les fondations de la morue séchée. Nous retracerons le parcours depuis les zones de pêche de l'Arctique jusqu'au marché de Rome, Venise, Budapest et au-delà. Plus remarquable encore, vous verrez pourquoi cette technique millénaire, documentée pour la première fois en 875 de notre ère, fonctionne encore aujourd'hui en utilisant exactement les mêmes méthodes. Qu'est-ce qui a permis cette conservation extraordinaire? Nous découvrirons bientôt la convergence de la géographie, du climat, de la biologie et de l'observation humaine qui a rendu le stockfish possible. Chaque hiver, l'un des spectacles les plus prévisibles de la nature se déploie dans les eaux au large du nord de la Norvège. Entre janvier et avril, des millions de morues de l'Arctique entreprennent leur migration annuelle depuis les aires d'alimentation de la mer de Barents vers le sud, en direction de la côte norvégienne. Leur but est ancien et biologique, frayé dans les eaux côtières où elles sont elles-mêmes nées. Le mot en vieux norrois pour ces morues en migration était skreid, signifiant se déplacer lentement, qui a évolué pour devenir le mot norvégien moderne, skrei. Ce n'était pas un événement aléatoire ou une aubaine occasionnelle. Année après année, avec une régularité astronomique, le skrei arrivait en si grand nombre que l'esprit médiéval pouvait à peine en comprendre l'ampleur. Pour les peuples qui habitaient ces latitudes nordiques, cette migration représentait le don annuel de la nature, une abondance prévisible qui allait façonner leur culture, leur économie et finalement leur civilisation tout entière. Mais pourquoi cette région particulière est-elle devenue l'épicentre de la conservation du poisson à l'époque médiévale? La réponse réside dans une convergence géographique si parfaite qu'elle semble presque intentionnelle. Les îles Lofoten, un archipel spectaculaire s'avançant dans la mer de Norvège à environ 170 km au nord du cercle polaire arctique, possédait exactement la combinaison de facteurs nécessaires à la production de stockfish. Le climat restait constamment froid pendant les mois d'hiver cruciaux, avec des températures avoisinant juste le point de congélation. Le vent balayait constamment la côte exposée, poussé par les systèmes météorologiques se déplaçant à travers l'Atlantique Nord. L'humidité restait remarquablement basse, et la pluie était peu fréquente pendant la saison de séchage critique. Ces conditions n'existaient pratiquement nulle part ailleurs en Europe médiévale à l'échelle nécessaire pour une production commerciale. Certes, d'autres régions connaissaient des hivers froids, mais il leur manquait le vent constant. Les zones côtières avaient du vent en abondance,
mais les températures étaient trop chaudes pour une conservation adéquate. C'est seulement en Norvège arctique que tous ces éléments s'alignaient. L'arrivée de millions de morues en frais dans ces conditions précises était, d'un point de vue médiéval, tout simplement providentielle. La relation entre les humains et ces eaux nordiques remontait à des millénaires. Des preuves archéologiques suggèrent que les gens pêchèrent dans ces eaux depuis environ 5000 ans avant la période médiévale. Mais c'est à l'âge des Vikings que la production de stockfish s'est officialisée en tant qu'entreprise commerciale. La saga d'Egil, composée au XIIIe siècle mais décrivant des événements de l'an 875 de notre ère, contient ce que les chercheurs considèrent comme la première preuve documentaire du commerce international de stockfish. La saga raconte comment un chef nommé Thorolf Kveldulfsson a expédié du stockfish depuis Helgeland, au centre de la Norvège, jusqu'en Grande-Bretagne. Il ne s'agissait pas de pêche de subsistance pour la consommation locale, c'était de l'exportation, du commerce international de protéines conservées. Au moment où la saga a été écrite, un tel commerce était devenu si courant que la référence apparaît de manière presque anodine, suggérant que la pratique était déjà vieille de plusieurs siècles et solidement établie. Au haut Moyen Âge, ce commerce était passé d'exportation occasionnelle au fondement économique d'une nation entière. L'ampleur est difficile à exagérer. Des milliers de pêcheurs migraient vers les Lofoten chaque hiver, arrivant après Noël et restant jusqu'en mars ou avril. Ils venaient des communautés côtières de tout le Trøndelag et plus au nord, quittant leurs fermes pour le travail brutal de la pêche hivernale. Au début, les conditions étaient extraordinairement rudes. Ces travailleurs saisonniers dormaient sous leurs bateaux retournés, exposés aux éléments arctiques. En 1120, le roi Øystein Magnusson a introduit une innovation remarquable, les rorbuer, de simples cabanes de pêcheurs qui offraient un abri de base pendant la saison de pêche. Cela pourrait être considéré comme l'un des premiers exemples d'infrastructures de protection sociale en Europe, fournissant des logements sociaux pour les travailleurs saisonniers. L'existence même d'une telle infrastructure révèle l'importance économique de l'industrie. La prise était si énorme qu'aux alentours de la même année, l'an 1100, elle donna naissance à Vagar, la première ville médiévale du nord de la Norvège. Ce ne fut pas une évolution progressive de village en ville. Le volume considérable de poissons capturés, traités, séchés et commercialisés nécessitait une infrastructure à l'échelle d'une ville. Des fouilles archéologiques ont daté des sites à Vagar entre 1156 et 1285 de notre ère. Du XIIe au XIVe siècle, Vagar a connu son âge d'or, fonctionnant comme une véritable ville de marché, où les marchands internationaux venaient acheter du stockfish à la tonne. Des documents du Diplomatarium Norvegicum font référence aux activités commerciales de Vagar en 1335. Au XIIIe siècle, le stockfish représentait environ 80% de toutes les exportations norvégiennes. Cette seule marchandise a fourni la majeure partie des revenus commerciaux de la Norvège tout au long de la période médiévale. Ce n'était pas simplement une industrie importante, c'était le moteur économique qui a bâti une nation. La transformation du poisson frais en stockfish pouvant durer 5 ans nécessitait un timing précis et des connaissances spécifiques transmises de génération en génération. Les mois les plus froids, de février à mai, offraient la fenêtre essentielle pour le traitement. Durant cette période, les températures restaient constamment proches ou juste en dessous du point de congélation. Les pêcheurs comprenaient, grâce à des siècles d'observation, que le timing était primordial. Traiter le poisson trop tôt en hiver, lorsque le froid extrême pourrait endommager la chair, et la qualité en souffrait. Attendre trop longtemps, à l'approche du printemps, et à la hausse des températures, et la détérioration devenait un risque. La sagesse de l'expérience avait identifié la fenêtre parfaite. 2 méthodes distinctes ont émergé pour préparer le poisson, chacune avec ses propres avantages. La technique la plus simple, appelée rundfisk ou poisson rond, consistait à vider et à étêter la prise tout en laissant le corps intact. Cette méthode était plus rapide, nécessitant un travail au couteau moins qualifié, et permettait de traiter de plus grands volumes plus rapidement. Le poisson était suspendu entier pour sécher. La seconde méthode, connue en norvégien sous le nom de roskjær et en bas allemand sous le nom de rotscher, demandait plus de travail mais était finalement plus efficace. Le poisson était étêté.
puis fendu le long de l'arête dorsale en deux moitiés. La majeure partie de la colonne vertébrale était soigneusement retirée, ainsi que toutes les entrailles. Cela créait une plus grande surface exposée, plus fine, qui permettait une meilleure pénétration de l'air de séchage. Les preuves historiques suggèrent que cette méthode de fendage est devenue l'approche la plus courante pendant la période médiévale. Le travail supplémentaire était justifié par un séchage plus rapide et plus uniforme et, finalement, un produit conservé de meilleure qualité qui obtenait de meilleurs prix sur les marchés lointains. Une fois préparés, les poissons subissaient de leur transformation sur le yel, ces séchoirs en bois caractéristiques en forme de A qui sont devenus la signature visuelle du paysage des Lofoten. Ces structures bordaient l'estran par centaines, positionnées pour capter une exposition maximale au vent dominant venant de la mer de Norvège. La construction était d'une simplicité élégante, de solides cadres en bois supportant des traverses horizontales auxquelles les poissons étaient là suspendus. Le positionnement était crucial. Trop près de l'eau, et les embruns pourraient ajouter une humidité indésirable. Trop à l'intérieur des terres, et l'exposition au vent diminuait. Des générations d'expérience avaient identifié les emplacements optimaux, et ces mêmes endroits ont continué à être utilisés année après année, siècle après siècle. Les poissons étaient attachés par paires par la queue et suspendus aux traverses, comme d'étranges spécimens botaniques dans un jardin arctique. L'espacement entre les paires permettait à l'air de circuler librement autour de chaque poisson. Le poids des poissons eux-mêmes les aidait à s'étirer et à sécher uniformément, la gravité travaillant en partenariat avec le vent et le froid. Puis venait l'attente. Pendant environ 3 mois, de février à mai, les poissons restaient simplement suspendus là pendant que la nature faisait son œuvre. Le vent arctique, incessant et froid, devenait l'agent principal de la transformation. La température restait le facteur de contrôle critique, avoisinant juste 0 degré Celsius. C'était idéal. Assez froid pour empêcher la multiplication bactérienne, mais pas si froid que le poisson gèle complètement et que le processus s'arrête. La nuit apportait des températures glaciales qui transformaient l'humidité du poisson en cristaux de glace. Le jour apportait des conditions légèrement plus chaudes qui permettaient à ces cristaux de se sublimer, passant directement de l'état de glace solide à celui de vapeur d'eau, sans passer par une phase liquide. Le vent constant balayait cet air chargé d'humidité et apportait de l'air frais et sec pour continuer le processus. Aucune intervention humaine n'était nécessaire au-delà de la suspension initiale. Les poissons ne nécessitaient aucun retournement, aucun soin, aucune surveillance. La nature avait fourni un parfait lyophilisateur naturel, et les pêcheurs avaient appris à l'exploiter. Mais le processus ne s'arrêtait pas lorsque les poissons étaient retirés du gel. Après 3 mois de séchage en plein air, le stockfish était déplacé à l'intérieur, dans des entrepôts secs et aérés où il allait mûrir pendant 2 à 3 mois supplémentaires. Cette étape finale permettait à la teneur en humidité de se stabiliser dans tout le poisson, empêchant toute poche humide restante qui pourrait abriter une croissance bactérienne. La transformation était spectaculaire. Après 5 à 6 mois de traitement, le résultat était un produit si dur qu'il était couramment comparé à du bois. En Angleterre, le stockfish a gagné le surnom de buckhorn, car sa texture ressemblait à du bois de charpente. Le poisson qui avait été autrefois souple et tendre était devenu des planches rigides, qui pouvaient être empilées comme du bois de construction. La couleur était passée du gris argenté du poisson frais à une apparence pâle et desséchée. Le poids avait chuté de façon spectaculaire. Ce qui avait commencé comme une morue typique pesant plusieurs kilogrammes ne pesait plus peut-être qu'un cinquième de cette quantité. Mais la teneur nutritionnelle restait, concentrée dans cette forme remarquablement durable. Le défi fondamental de la conservation des aliments a toujours été le même: empêcher la croissance des micro-organismes qui provoquent la décomposition. Les bactéries, les moisissures et les champignons ont tous besoin d'eau pour survivre et se reproduire. Le poisson frais, composé d'environ 80% d'eau, constitue un environnement idéal pour ces organismes. Dans les climats tempérés, un poisson frais, laissé à température ambiante, commencera à montrer des signes de croissance bactérienne en quelques heures et sera complètement avarié en un jour ou deux. L'Europe médiévale comprenait intimement cette réalité. La lutte constante contre la détérioration a façonné les habitudes alimentaires, les lieux d'établissement et les réseaux commerciaux.
La question qui se posait aux Norvégiens du Moyen Âge était de savoir comment éliminer l'eau sans la technologie que nous tenons pour acquise aujourd'hui. Pas de déshydrateurs industriels, pas de fours à température contrôlée, pas de ventilateurs mécaniques pour accélérer la circulation de l'air. La solution qu'ils ont découverte par l'observation et l'expérimentation a été de laisser la nature faire le travail. Le processus qui se déroulait sur les séchoirs Yell des Lofoten était essentiellement une lyophilisation naturelle, remarquablement similaire dans son principe à la technologie de lyophilisation industrielle développée au XXe siècle. Voici comment cela fonctionnait. À la tombée de la nuit, et lorsque les températures chutaient en dessous de zéro, la teneur en eau du poisson suspendu gelait en cristaux de glace. Ces cristaux se formaient dans toute la chair, dans les espaces entre les fibres musculaires et à l'intérieur des cellules. Au lever du jour, lorsque les températures lui remontaient légèrement, quelque chose de remarquable se produisait. Plutôt que de fondre pour redevenir de l'eau liquide, une grande partie de cette glace se sublimait. La sublimation est la transition directe de l'état solide à l'état gazeux, court-circuitant entièrement la phase liquide. Les cristaux de glace se transformaient directement en vapeur d'eau, que le vent arctique constant balayait immédiatement. Ce processus se répétait, nuit après nuit, pendant 3 mois. Chaque cycle éliminait plus d'humidité. La sublimation de chaque matin était emportée par le vent, avant de pouvoir être réabsorbée. Progressivement, méthodiquement, le poisson séchait de l'extérieur vers l'intérieur. Cette méthode de lyophilisation naturelle présentait des avantages considérables par rapport au simple séchage à la chaleur. Lorsque les aliments sont séchés à la chaleur, la structure cellulaire s'effondre souvent et les protéines peuvent se dénaturer, modifiant fondamentalement la texture et la teneur nutritionnelle. La lyophilisation, qu'elle soit naturelle ou industrielle, préserve bien mieux la structure cellulaire. Les protéines restent intactes, les vitamines et les minéraux restent en place. La texture, une fois réhydratée, ressemble davantage aux produits frais d'origine. Les Norvégiens du Moyen Âge ne comprenaient pas la biologie cellulaire, mais ils pouvaient certainement observer les résultats. Le stockfish, lorsqu'il était correctement trempé et cuit, retrouvait une grande partie de son caractère original. Ce n'était pas seulement du poisson séché. C'était du poisson conservé qui pouvait être restauré. La température jouait un deuxième rôle crucial au-delà de la sublimation. La plupart des bactéries ne peuvent pas se multiplier à des températures proches de 0 degré Celsius. Leurs processus métaboliques ralentissent considérablement ou s'arrêtent complètement. Cette inhibition par le froid était essentielle pendant les premiers jours et semaines critiques après la capture et la suspension du poisson sur les séchoirs. C'était la période vulnérable où les populations bactériennes pouvaient exploser si on leur en donnait l'occasion. Mais le froid des Lofoten empêchait cela. La croissance bactérienne était essentiellement stoppée, pendant que le processus de séchage éliminait l'eau dont les bactéries avaient besoin pour survivre. Au moment où le temps plus chaud du printemps arrivait, le poisson avait déjà suffisamment séché pour que la teneur en humidité soit trop faible pour supporter la vie bactérienne. Le froid avait donné le temps à la conservation de s'installer. Le vent constituait le troisième pilier de la trinité de la conservation. Une circulation d'air constante empêchait l'établissement d'une croissance bactérienne anaérobie, qui peut se produire dans des conditions immobiles et humides. Plus important encore, le vent éliminait physiquement l'air saturé d'humidité de la surface du poisson en train de sécher et le remplaçait par de l'air frais et sec. Cela maintenait le différentiel de pression de vapeur qui chassait l'humidité du poisson. Dans l'air calme, même à des températures froides, l'humidité s'accumulerait en une couche saturée autour du poisson, créant un microclimat humide qui ralentirait ou arrêterait le séchage ultérieur. Les vents arctiques incessants garantissaient que cela ne se produise jamais. Le mouvement de l'air était constant, l'élimination de l'humidité était continue, et le séchage se déroulait de manière efficace et uniforme. Les mathématiques de la conservation étaient simples. La morue fraîche était composée d'environ 80% d'eau et 20% de matière solide, principalement des protéines, ainsi que de petites quantités de matières grasses, de minéraux et de vitamines. Après un séchage complet,
Le produit était composé d'environ 20% d'eau résiduelle et 80% de matière solide. Cette inversion des proportions avait de multiples effets. Premièrement, les 20% d'eau restants étaient insuffisants pour entretenir la vie microbienne. Les bactéries, les moisissures et les champignons ont tous besoin de niveaux d'humidité plus élevés pour fonctionner. Deuxièmement, la concentration de protéines créait un environnement hostile à de nombreux organismes. À 62,82 g de protéines pour 100 g de morue séchée, la densité nutritionnelle était extraordinaire. Troisièmement, la faible teneur en matière grasse de la morue, seulement 2,37 g pour 100 g de poisson séché, signifiait qu'il y avait un minimum de graisse susceptible de rancir. Les graisses sont l'ennemi de la conservation à long terme, car elles s'oxydent et développent des saveurs désagréables. La composition naturellement maigre de la morue la rendait idéale pour un stockage prolongé. La durée de conservation remarquable provient de l'environnement hostile que le stockfish crée pour la décomposition. Avec 80% de l'humidité éliminée, les micro-organismes ne peuvent tout simplement pas survivre. Le traitement à froid empêchait toute implantation bactérienne pendant la phase de séchage vulnérable. La haute densité de protéines et la faible teneur en matière grasse signifiaient que le produit restait chimiquement stable. L'extérieur dur qui se formait pendant le séchage agissait comme une barrière protectrice contre la réabsorption de l'humidité et l'intrusion des nuisibles. Tant que les conditions de stockage restaient sèches, avec une faible humidité et une protection contre la pluie, le stockfish pouvait en effet durer 5 ans. Certaines sources suggèrent même plus longtemps. L'humidité était le seul véritable ennemi. Mouillez le stockfish, et la croissance bactérienne pouvait reprendre, mais gardez-le au sec, et il restait comestible indéfiniment. Les marchands médiévaux transportant du stockfish sur des milliers de kilomètres avaient la certitude que leur cargaison arriverait dans le même état qu'à son départ. Cette fiabilité était révolutionnaire. Malgré toutes ces merveilles de conservation, le stockfish présentait un défi de taille au cuisinier médiéval. Il était dur comme du bois. Ce n'était pas une exagération métaphorique. Les sources contemporaines comparaient littéralement le stockfish à du bois de charpente. Le surnom anglais buckhorn capturait parfaitement cette réalité. On ne pouvait pas simplement jeter du stockfish dans une marmite et s'attendre à ce qu'il cuise. Le poisson devait être réhydraté, et cela nécessitait un travail important et des connaissances spécifiques. La cuisine médiévale avait développé des techniques de préparation élaborées pour transformer cette planche de bois en quelque chose de comestible. La première étape était la violence. Le stockfish nécessitait d'être martelé avec un maillet en bois pendant 1 heure. Ce n'était pas un léger attendrissement, c'était un martelage soutenu et énergique, conçu pour briser les fibres musculaires durcies, qui avaient été compressées et desséchées pendant des mois de séchage. Le processus était appelé affaiblir le poisson, une description juste. Le travail au maillet fracturait la structure cellulaire rigide suffisamment pour qu'elle puisse à nouveau absorber l'eau. Des outils spécialisés ont été développés à cet effet. De lourds maillets en bois conçus spécifiquement pour la préparation du poisson. Dans les foyers assez riches pour s'offrir des serviteurs, cette tâche incombait au personnel de cuisine. Dans les foyers plus pauvres, cela représentait un investissement en travail considérable avant le repas du soir. L'effort physique requis aide à expliquer pourquoi le stockfish était souvent considéré comme un plat humble malgré sa valeur nutritive. Après le martelage, venait le long trempage. Les méthodes variaient selon les régions et les époques, mais toutes impliquaient une immersion prolongée dans l'eau pour réhydrater le poisson. La méthode standard à l'eau froide nécessitait 6 à 7 jours de trempage, avec un changement d'eau toutes les 8 heures, 2 fois par jour. Ce changement d'eau fréquent avait plusieurs objectifs. L'eau fraîche maintenait le gradient de concentration qui attirait l'humidité dans les tissus du poisson. Cela empêchait également la croissance bactérienne dans l'eau de trempage elle-même, qui pourrait contaminer le poisson. Le processus était progressif. Au cours d'1 semaine, la planche rigide absorbait lentement l'eau et commençait à reprendre sa taille et sa texture d'origine. Le dernier jour, le poisson était revenu à des dimensions presque identiques à celles qu'il avait à l'état frais, bien que la texture restât quelque peu différente. Une méthode accélérée existait pour ceux qui avaient là besoin de résultats plus rapides. Cette technique consistait à faire tremper le poisson martelé dans de l'eau froide pendant 16 heures, puis à le transférer dans de l'eau chaude pendant environ 6 heures.
La chaleur accélérait considérablement l'absorption de l'eau, réduisant le temps de préparation total à environ 22 heures. Cependant, cette méthode était moins traditionnelle, et certains cuisiniers estimaient qu'elle produisait une texture de qualité inférieure. La cuisine médiévale, comme la cuisine moderne, avait sa part de débat entre les puristes qui insistaient sur les méthodes traditionnelles et les pragmatiques qui appréciaient la rapidité et la commodité. Le vocabulaire de la préparation du poisson révèle à quel point ces techniques étaient courantes. Des documents du XVe siècle provenant de Londres font référence au woked fish, un terme désignant du stockfish partiellement trempé. Ce n'était pas un jargon commercial spécialisé confiné aux poissonniers. C'était un langage courant, suggérant que les Londoniens de diverses classes sociales étaient familiers avec les étapes de la préparation du stockfish. Le poisson passait par des phases reconnues. Le stockfish dur, comme de la pierre, fraîchement sorti de l'entrepôt. Le woked fish, partiellement réhydraté, prêt pour une préparation ultérieure, et le poisson entièrement trempé, prêt à être cuit. Chaque étape avait son nom, ses caractéristiques et ses étapes suivantes appropriées. L'expérimentation médiévale a produit des variations sur le trempage de base. Le livre de cuisine de Sabina Walseren, un livre de cuisine allemand de l'époque, décrit l'ajout de lessive caustique à l'eau de trempage. Cette solution alcaline accélérait considérablement la décomposition des tissus du poisson, bien qu'elle créât un produit très différent. Le plat qui en résultait, connu sous le nom de lutefisk en norvégien et de lutefisk en suédois, avait une texture gélatineuse, presque comme de la gelée, qui était populaire autour de la mer Baltique. Le traitement à la lessive représentait une innovation chimique médiévale, exploitant le pouvoir de l'alcalinité pour transformer la texture. Cette méthode persiste aujourd'hui dans les communautés scandinaves et nord-américaines, bien que les cuisiniers modernes la considèrent comme un goût qui s'acquiert. L'étape finale était la cuisson. Après des jours de trempage, le stockfish reconstitué était bouilli pendant environ 2 heures. Les recettes médiévales documentent diverses préparations. Le stockfish avec des pois, des pommes et des raisins secs apparaît dans plusieurs livres de cuisine, ce qui suggère que cette combinaison était populaire. Le poisson était également servi avec du beurre, mélangé à des ragoûts, combiné à des bouillies ou associé à des plats de céréales pour créer des repas complets. Le goût était, de l'avis de la plupart, assez fade. L'humaniste néerlandais Erasme s'est plaint de manière célèbre du manque de goût du stockfish. Mais la saveur était quelque peu secondaire. La nutrition importait plus que le goût, en particulier pendant les longues périodes de jeûne où la viande était interdite. Le stockfish fournissait des protéines essentielles lorsque d'autres options n'étaient pas disponibles. Il y a un aspect intrigant du stockfish que les consommateurs médiévaux ont peut-être apprécié plus que nous ne le réalisons. Sa nature artificielle était indubitable, contrairement aux poissons frais, qui pouvaient être vieux ou commencer à se gâter sans signes visuels évidents. La texture dure du stockfish fournissait la preuve visible de son état de conservation. Chaque bouchée était un rappel du traitement humain qui l'avait transformé. Cette artificialité même le rendait digne de confiance. Un marchand pouvait expédier du stockfish sur des milliers de kilomètres, et l'acheteur pouvait être confiant qu'il ne s'était pas gâté en cours de route. La dureté elle-même était la garantie. À une époque sans réfrigération, où déterminer la sécurité alimentaire était souvent une question d'odorat, d'apparence et de conjecture, la conservation indubitable du stockfish était une forme de protection du consommateur. On ne pouvait pas être trompé sur ce que l'on achetait. La texture dure comme de la pierre disait la vérité. Pour comprendre pourquoi le stockfish est devenu l'une des marchandises les plus importantes de l'Europe médiévale, nous devons examiner les pratiques religieuses qui ont créé une demande sans précédent pour le poisson conservé. L'Église catholique médiévale maintenait un calendrier élaboré de jours de jeûne qui étonnerait les observateurs modernes. Chaque vendredi de l'année, en commémoration de la crucifixion du Christ ce jour-là, la consommation de viande était interdite. Mais l'abstinence du vendredi n'était qu'un début. Dans de nombreuses régions, le mercredi et le samedi étaient également désignés comme jours de jeûne. La saison du carême, la période de 40 jours avant Pâques, exigeait une abstinence continue de viande. L'Avent, les semaines avant Noël, imposaient des restrictions similaires. Ajoutez à cela de nombreux jours saints, disséminés tout au long de l'année liturgique,
et le total atteint environ un tiers de l'année entière. Les chrétiens du Moyen Âge pouvaient s'attendre à s'abstenir de viande pendant 120 jours ou plus par an. Mais qu'est-ce qui était exactement interdit? Les restrictions allaient au-delà de la simple non-consommation de viande. Toute chair d'animaux à sang chaud était prohibée. Le lait, le beurre, le fromage et les œufs étaient également interdits selon les interprétations les plus strictes des premiers siècles du Moyen Âge, bien que ces règles se soient progressivement assouplies avec le temps. Le vin et l'huile faisaient l'objet de restrictions à certaines périodes. Essentiellement, tout ce qui était associé à la fête, à la richesse et à la célébration était proscrit. Le but théologique était le sacrifice et le renoncement, un rappel régulier des priorités spirituelles sur le confort corporel. Les jours de jeûne étaient censés être inconfortables, une mortification hebdomadaire ou saisonnière de la chair. Le poisson, cependant, occupait une catégorie théologique unique. Étant à sang froid, les poissons étaient considérés comme fondamentalement différents de la viande, c'est-à-dire la chair des animaux à sang chaud. Cette distinction peut sembler arbitraire à l'esprit moderne, mais la théologie médiévale la prenait au sérieux. Le poisson représentait un mets humble plutôt qu'un plat de fête. Manger du poisson constituait un sacrifice et un renoncement plutôt qu'une indulgence. Le symbolisme était plus profond. Les apôtres avaient été des pêcheurs. Le christianisme primitif utilisait le poisson comme symbole secret pendant les périodes de persécution. Consommer du poisson le vendredi servait de rappel hebdomadaire du sacrifice du Christ sur la croix. Ces justifications théologiques ont créé une exception catégorique. Le poisson était autorisé lorsque presque tout le reste était interdit. Pendant ce temps, l'Europe médiévale connaissait une transformation démographique et sociale rapide. Entre les XIe et XIVe siècles, la population a considérablement augmenté. Les villes se sont étendues. Les centres urbains qui avaient été de petites villes au début du Moyen Âge évoluaient en véritables cités, avec des populations de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Cette urbanisation a créé une crise des protéines. Les citadins ne pouvaient pas simplement pêcher du poisson frais dans les eaux voisines. Les réseaux de transport n'étaient pas assez développés pour livrer du poisson frais de la côte aux villes de l'intérieur avant qu'il ne se gâte. À une époque sans réfrigération, le poisson frais ne durait que quelques jours au maximum. Comment les populations urbaines, de plus en plus nombreuses de décennie en décennie, pouvaient-elles se procurer du poisson pendant les nombreux jours de jeûne qui remplissaient le calendrier? Le stockfish est apparu comme la solution parfaite à cette convergence d'exigences religieuses et de géographie urbaine. Il durait des années plutôt que des jours, éliminant les soucis liés au temps de transport. Il était léger, avec 80% de son eau éliminée, ce qui rendait le transport terrestre économiquement viable. Il était très nutritif, fournissant des protéines concentrées. Il pouvait être stocké pendant de longues périodes sans se détériorer, permettant aux ménages urbains de constituer des réserves. Plus important encore, il se réhydratait pour retrouver une texture proche de l'original lorsqu'il était correctement préparé, ce qui le rendait acceptable pour la cuisine. La demande était énorme et constante. Chaque vendredi, chaque carême, chaque Avant, des millions de catholiques urbains avaient besoin de poissons. Le stockfish pouvait répondre à cette demande. La répartition géographique des marchés a évolué avec le temps. Au début, les principaux clients étaient l'Angleterre, les États allemands et la Hollande. Mais le marché s'est considérablement élargi pour inclure la Hongrie, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Après la réforme protestante au XVIe siècle, la demande en Europe du Nord a changé, car les régions protestantes ont réduit ou éliminé le jeûne obligatoire. Mais l'Europe du Sud catholique, renforcée par l'accent mis par la contre-réforme sur les pratiques traditionnelles, est restée un marché énorme. En Italie, le stockfish a transcendé ses humbles origines pour devenir un mets prisé. Le plat vénitien Baccalà Mantecato, une préparation crémeuse de stockfish battu, est devenu une spécialité régionale qui reste populaire aujourd'hui. Le Portugal mérite une mention spéciale car il est devenu et reste le plus grand marché de stockfish au monde.
L'exploration maritime portugaise médiévale était en partie motivée par la recherche de zones de pêche et de routes commerciales. Aujourd'hui, des siècles après la fin de la période médiévale, le Portugal importe encore pour environ 244 millions de dollars de stockfish par an. Les Portugais ont développé des centaines de recettes de bacalhau, comme ils l'appellent. On dit souvent que le Portugal a une recette de bacalhau différente pour chaque jour de l'année. Cet attachement culturel durable à une technique de conservation norvégienne révèle la profondeur des liens tissés pendant la période médiévale. Certains historiens ont débattu de la question de savoir si l'Église catholique a délibérément augmenté les exigences de jeûne pour favoriser l'industrie de la pêche, créant une demande qui a enrichi les régions côtières et les marchands. Cette théorie a été largement réfutée. Les motivations religieuses du jeûne étaient authentiques, ancrées dans des siècles de tradition théologique précédant le commerce à grande échelle du stockfish. Mais l'impact économique était indéniable, quelle que soit l'intention. La pratique religieuse a façonné l'économie médiévale de manière profonde. La demande créée par les règles de jeûne a transformé le stockfish d'une technique de conservation locale en une marchandise internationale. La richesse a afflué vers la Norvège et l'Islande, les principaux producteurs. La Ligue hanséatique a bâti son empire commercial nordique en partie sur la distribution de stockfish. Les cuisines italiennes, espagnoles et portugaises ont incorporé ce produit nordique comme un élément fondamental. La foi et la nourriture, la théologie et l'économie sont devenues inextricablement liées par le simple fait que les catholiques du Moyen Âge avaient besoin de poissons pendant un tiers de l'année. La ville de Bergen, située sur la côte ouest de la Norvège, possédait la position géographique parfaite pour servir de porte d'entrée entre la production des Lofoten et les marchés européens. Son port naturel profond pouvait accueillir les plus grands navires de la période médiévale. Elle se trouvait à une distance de navigation raisonnable à la fois des Lofoten au nord et de l'Europe continentale au sud. Bergen n'était pas simplement située à proximité du commerce du stockfish. Elle était, en un sens très réel, bâtie sur celui-ci. La croissance de la ville et son statut éventuel de capitale médiévale de la Norvège découlaient directement de son rôle dans le commerce de la morue. Et dans cette ville stratégiquement positionnée sont arrivés des marchands qui allaient transformer l'industrie et la contrôler pendant des siècles. Les Allemands de la Ligue hanséatique. La Ligue hanséatique était une confédération commerciale de guildes de marchands et de villes de marché qui dominaient le commerce de la mer Baltique et de la mer du Nord à la fin du Moyen Âge. La Ligue opérait par le biais de comptoirs, essentiellement des postes de traite ou des bureaux, dans des villes stratégiques. Il y avait 4 comptoirs principaux: Novgorod en Russie, Londres en Angleterre, Bruges en Flandre et Bergen en Norvège. Le comptoir de Bergen, connu sous le nom de Briggen, ou parfois Tiskebriggen, le quai allemand, allait devenir le plus durable et sans doute le plus important économiquement des 4. L'arrivée des Allemands à Bergen fut progressive. Le premier cas enregistré d'un marchand hanséatique louant un logement à Bergen date de 1259. En 1300, les Allemands dominaient le front de mer. Vers 1350 à 1360, le comptoir fut formellement établi comme une institution hanséatique officielle. Briggen lui-même était un établissement remarquable. Le quartier du front de mer se composait d'une série de bâtiments en bois bordant le port, combinant entrepôts, logements, bureaux et ateliers. À l'apogée de la puissance hanséatique, plus de 2000 marchands et travailleurs allemands résidents vivaient à Briggen, formant une communauté autonome avec ses propres règles, sa propre langue et sa propre culture au sein de la ville norvégienne. L'architecture était distinctive. De longs bâtiments en bois, avec des façades à pignons tournées vers l'eau, construits selon les méthodes traditionnelles allemandes. Ces structures, reconstruites plusieurs fois après des incendies, survivent aujourd'hui et ont été désignées sites du patrimoine mondial de l'UNESCO comme le dernier exemple restant d'un comptoir hanséatique. Les mécanismes du commerce étaient d'une simplicité trompeuse, mais profondément inégale. Les pêcheurs norvégiens apportèrent le stockfish à Bergen. Les Allemands avaient un accès exclusif aux céréales, à la farine, au malt et à la bière d'Europe continentale. Le climat de la Norvège ne permettait pas la culture de céréales à grande échelle, en particulier dans les régions du nord où la pêche dominait l'économie. La population avait besoin de céréales pour survivre. Le système commercial qui a émergé était entièrement basé sur le troc.
L'argent n'a jamais été utilisé à Briggen. L'huile de poisson et les peaux sortaient également du pays aux côtés du stockfish. En retour, les produits agricoles européens affluaient en Norvège. Les Allemands payaient les pêcheurs à l'avance, livrant céréales et marchandises à crédit avant la saison de pêche. Les pêcheurs étaient obligés de livrer du stockfish en remboursement. Ce système a créé une dépendance. Les pêcheurs norvégiens avaient peu d'acheteurs alternatifs. Les Allemands, opérant comme un cartel coordonné par le biais de la Ligue hanséatique, pouvaient contrôler les prix, les normes de qualité et les conditions commerciales. Au XIVe siècle, ils avaient atteint ce que les sources décrivent comme un monopole quasi total sur le commerce du stockfish et de l'huile de poisson depuis la Norvège. Les implications économiques étaient flagrantes. Les marchands allemands ont accumulé d'énormes richesses. Bergen a prospéré en tant que centre commercial. Mais les pêcheurs norvégiens, malgré le travail dangereux de la pêche et de la transformation en Arctique, sont restés relativement pauvres. Le profit de leur travail partait vers le sud, vers les villes allemandes, plutôt que d'enrichir les communautés côtières norvégiennes. L'échelle des opérations était massive. Des milliers de tonnes de stockfish transitaient par Bergen chaque année. Des navires partaient pour l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, et finalement des destinations méditerranéennes, avec des cales pleines de morues séchées. Cette seule marchandise, contrôlée en grande partie par des marchands étrangers, représentait l'écrasante majorité du commerce international de la Norvège. L'emprise hanséatique sur ce commerce a permis à la Ligue d'exercer également une influence politique en Norvège, car la couronne et la noblesse norvégienne dépendèrent des importations de céréales que les Allemands contrôlaient. Il est intéressant de noter que le monopole hanséatique à Bergen a persisté bien plus longtemps que les autres grands comptoirs. Le comptoir de Londres a été dissous au XVIe siècle. Bruges a décliné à mesure que les modèles commerciaux changeaient. Novgorod a pris fin lorsque l'expansion russe a modifié les réalités politiques. Mais le comptoir de Bergen a duré jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, plusieurs siècles de plus que ses homologues. Pourquoi une telle longévité ? La réponse réside dans la nature unique et irremplaçable du stockfish. La demande est restée constante, voire a augmenté, à mesure que la population de l'Europe du Sud catholique augmentait. Aucun produit de substitution n'égalait la combinaison de durée de conservation, de densité nutritionnelle et de légèreté du stockfish. Même lorsque la morue salée de Terre-Neuve est entrée sur les marchés européens au XVIe siècle, offrant des alternatives plus savoureuses, le stockfish a conservé sa part de marché en raison de ses qualités de conservation supérieures et de l'infrastructure établie du commerce de Bergen. Les importations de céréales que les Allemands contrôlaient ont eu un impact supplémentaire au-delà de la simple nutrition. L'accès à des approvisionnements fiables en céréales a permis l'établissement permanent dans le Grand Nord de la Norvège, des régions où l'agriculture était marginale ou impossible. Sans céréales importées, ces zones ne pouvaient en supporter que des camps de pêche saisonniers. Avec le commerce des céréales, des communautés ouvertes toute l'année sont devenues viables. En ce sens, le monopole hanséatique, malgré toute son exploitation économique, a facilité le développement du nord de la Norvège en tant que région habitée en permanence. Les mêmes réseaux commerciaux qui ont enrichi les marchands allemands ont également permis les établissements norvégiens en Arctique. L'économie et les modèles de peuplement étaient inséparablement liés. Alors que la Norvège dominait la production de stockfish, l'Islande représentait une source parallèle et finalement rivale. L'île possédait des conditions climatiques similaires à celles du nord de la Norvège, des hivers froids, des vents forts, une faible humidité et d'abondantes populations de morues. Les pêcheurs islandais ont développé des techniques de production de stockfish qui reflétaient étroitement les méthodes norvégiennes. L'industrie islandaise du stockfish a évolué à travers des phases distinctes. D'environ 900 à 1250, les commerçants norvégiens ont dominé le commerce international de l'Islande. Pendant cette première période, le vadmal, un tissu de laine caractéristique tissé par les femmes islandaises, servait de principale marchandise d'exportation. Mais entre 150 et 1400, une transformation s'est produite. Le stockfish a supplanté la laine comme principale exportation de l'Islande. L'orientation économique de l'île est passée de la production textile aux ressources marines.
Au XVe et XVIe siècle, les marchands anglais et allemands se sont disputés le contrôle du lucratif commerce islandais de stockfish, parfois avec des confrontations violentes. L'économie de troc de l'Islande reflétait l'importance centrale du stockfish de manière fascinante. L'île avait une circulation monétaire minimale. Au lieu de cela, la valeur était mesurée en unités standardisées de marchandises échangeables. Ces unités ont changé au fil du temps, dans une séquence qui révèle l'évolution économique. Au départ, l'argent servait d'étalon de valeur. Il a cédé la place au tissu vadmal, avec des longueurs spécifiques de laine représentant des valeurs spécifiques. Finalement, le stockfish lui-même est devenu une unité monétaire. Les dettes, les prix et la richesse étaient calculés en quantité de poissons séchés. Ce n'était pas simplement une marchandise, c'était de la monnaie. Le fait que les femmes islandaises produisèrent du tissu de laine, tandis que les hommes attrapaient et traitaient le poisson, signifiait que les deux sexes contribuaient avec une monnaie d'échange à l'économie du ménage, un arrangement relativement inhabituel pour l'Europe médiévale. Les navires qui transportèrent le stockfish ont évolué au fil des siècles. À l'âge des Vikings, le knarr était la bête de somme du commerce de l'Atlantique Nord. Ces robustes navires de charge avaient un faible tirant d'eau permettant la navigation dans les eaux côtières, une grande capacité de chargement par rapport à leur taille, et la navigabilité pour affronter les tempêtes de l'Atlantique Nord. Les knarrs transportèrent de la laine, des céréales, du bois et du poisson entre la Scandinavie, l'Islande, la Grande-Bretagne et au-delà. Mais au XIIIe siècle, un nouveau type de navire était devenu dominant, le cog hanséatique. Ces navires étaient spécifiquement conçus pour le transport de marchandises en vrac. Les cogs typiques mesuraient de 15 à 25 mètres de long et de 5 à 8 mètres de large avec des capacités de chargement allant de 30 à 200 tonnes. Ils nécessitaient des équipages d'environ 20 hommes. La conception comportait des fonds plats, qui permettaient aux navires de se poser à plat sur une plage ou un fond de port à marée basse, simplifiant le chargement et le déchargement. Les hauts-bords rendaient les cogs plus difficiles à aborder pour les pirates. Ces navires pouvaient transporter plus de marchandises que les knarrs et constituaient l'épine dorsale de la domination commerciale hanséatique. L'avantage de la vitesse du transport maritime par rapport à la voie terrestre ne peut être surestimé. Un chariot lourdement chargé sur les routes médiévales pouvait parcourir peut-être 12 miles en une journée, en supposant un beau temps et des routes décentes. Un navire marchand médiéval pouvait atteindre une moyenne de 12 miles par heure avec des vents favorables. Cet avantage de vitesse de 10 à 12 fois rendait le transport maritime largement supérieur pour les marchandises en vrac, comme le stockfish. Plus important encore, les qualités de conservation du stockfish signifiaient que le temps de transport était largement sans importance. Le poisson frais devait atteindre le marché en quelques jours. Le stockfish pouvait voyager pendant des semaines ou des mois sans se détériorer. Cette fiabilité rendait le commerce à longue distance viable. Les marchands pouvaient planifier des voyages de la Norvège à la Méditerranée, en sachant que leur cargaison arriverait dans un état identique à celui de son départ. Les destinations révèlent l'étendue géographique du réseau commercial du stockfish. Les marchés d'Europe du Nord comprenaient les États allemands, où les grandes villes consommaient d'énormes quantités. La Hollande était un marché important. L'Angleterre importait du stockfish en grande quantité, ainsi que d'autres poissons conservés collectivement appelés poor John, un terme qui désignait des variétés moins chères de poissons salés et séchés, considérés comme de la nourriture pour le peuple plutôt que pour les riches. Dans toute la Scandinavie, la consommation intérieure était substantielle, mais le commerce s'étendait bien au-delà de l'Europe du Nord. Venise est devenue un marché majeur, et les Italiens ont transformé l'humble stockfish en une cuisine raffinée. Naples, Gênes et la Calabre ont toutes développé des préparations régionales. L'Espagne importait des quantités importantes. Le Portugal, comme mentionné, est devenu le plus grand marché de tous. Même Budapest, loin à l'intérieur des terres, en Hongrie, recevait du stockfish norvégien, démontrant que les routes commerciales s'étendaient profondément en Europe continentale. Les preuves archéologiques fournissent une confirmation scientifique de l'antiquité de ces réseaux commerciaux. À Haithabu en Allemagne, un important centre commercial de l'âge des Vikings,
Des fouilles ont mis au jour des restes de poissons dans des couches datant de la période viking. L'analyse génétique moderne, utilisant l'ADN ancien de ces restes, a produit des résultats remarquables. Les os de morues de Haithabu ont été génétiquement retracés jusqu'à la population de morues de l'Arctique du Nord-Est, le même Screi qui migre vers les Lofoten et l'Islande. Cette preuve génétique, publiée dans une étude de la PNAS, démontre de manière concluante que le commerce international de la morue séchée existait dès l'âge des Vikings, plusieurs siècles avant l'apogée du commerce médiéval du stockfish. Les ressources marines de l'Atlantique Nord subvenaient à la demande en protéines dans des régions éloignées depuis plus de 1000 ans. La transformation que le stockfish a opérée sur la société européenne s'est étendue au-delà de la simple nutrition. Les pêcheurs norvégiens interagissaient avec les cuisiniers italiens, les marchands allemands et les consommateurs portugais. Les techniques, les recettes et les méthodes de préparation se sont répandues à travers le continent. Les modèles de peuplement du nord de la Norvège, le développement urbain de Bergen, les pratiques commerciales de la Ligue hanséatique, même la cuisine de l'Europe méditerranéenne, tous portaient l'empreinte du commerce du stockfish. Tous les établissements liés au stockfish n'ont pas connu un succès durable. Vagar est tombée en déclin à la fin des années 1400, réduite à un village de pêcheurs moyens, alors que son statut de ville de marché s'estompait. La centralisation du commerce à Bergen, sous le contrôle hanséatique, a rendu les centres de commerce locaux moins pertinents. Les marchands préférèrent traiter directement avec les opérations à grande échelle du comptoir, plutôt que d'acheter sur des marchés nordiques dispersés. Le pouvoir économique s'est déplacé vers le sud, à Bergen, et l'économie de Vagar s'est contractée. Le déclin de la ville illustre une tendance plus large dans le commerce médiéval. Les marchés locaux perdaient souvent du terrain face aux centres de commerce centralisés contrôlés par de puissantes organisations de marchands. Au XVIe siècle, un nouveau concurrent est apparu d'une direction inattendue, le Nouveau Monde. Des dizaines de navires français, espagnols et portugais ont commencé à pêcher sur les grands bancs de Terre-Neuve. Au milieu du siècle, des centaines de navires effectuaient la traversée transatlantique chaque année. Le poisson qu'ils capturaient était traité avec du sel plutôt que par séchage au vent, créant la morue salée, connue en portugais sous le nom de bacalhau. Ce produit présentait des avantages distincts par rapport au stockfish. Le sel ajoutait de la saveur, le rendant plus savoureux que le stockfish relativement fade. Terre-Neuve était géographiquement plus proche des marchés du sud de l'Europe que la Norvège, réduisant le temps et le coût de transport. La morue salée pouvait être produite dans des climats plus chauds, où la lyophilisation naturelle était impossible. Pour l'Angleterre et certains marchés du sud de l'Europe, en particulier dans des contextes où la saveur importait plus que la durée de conservation maximale, la morue salée a commencé à supplanter le stockfish. Le monopole norvégien sur le poisson séché faisait face à une concurrence sérieuse pour la première fois. La réforme protestante a porté un autre coup au marché traditionnel. Lorsque des régions d'Europe du Nord ont rompu avec le catholicisme romain et ont établi des églises protestantes, les règles de jeûne obligatoires ont été réduites ou éliminées. La théologie protestante mettait l'accent sur la foi plutôt que sur les œuvres, et les restrictions alimentaires obligatoires étaient considérées comme le genre de légalisme basé sur les œuvres que les réformateurs rejetaient. L'Angleterre, après être devenue officiellement protestante sous Henri VIII et ses successeurs, a vu la consommation de poissons décliner à mesure que l'obligation religieuse cessait. Les États allemands, qui sont devenus protestants, ont également réduit leur consommation de poissons. Le marché nord-européen, qui avait été si fiable pendant des siècles, se contractait soudainement. Les exportateurs norvégiens et les marchands hanséatiques se sont retrouvés de plus en plus dépendants de l'Europe du Sud catholique, qui était restée fidèle au maintien des pratiques de jeûne traditionnelles, les intensifiant même pendant l'accent mis par la contre-réforme sur l'orthodoxie. Pourtant, le stockfish a survécu à ces défis. Pourquoi ? Les avantages fondamentaux qui avaient fait le succès du stockfish en premier lieu restaient valables. Le sel était cher pendant la majeure partie de la période médiévale et du début de l'ère moderne. Le stockfish ne nécessitait pas de sel, ce qui réduisait les coûts de production. L'élimination de 80% de l'eau faisait du stockfish le produit de poisson conservé le plus léger, réduisant les coûts d'expédition.
La durée de conservation de 5 ans dépassait la durée de conservation de la morue salée, rendant le stockfish adapté aux chaînes d'approvisionnement plus longues et au stockage d'urgence. De plus, des siècles de tradition culinaire italienne et portugaise avaient profondément incorporé le stockfish dans les cuisines régionales. Ce n'était pas seulement des traditions alimentaires, c'était une identité culturelle. Le bacala mantecato vénitien, les plats de bacalao portugais et d'innombrables préparations régionales représentaient un patrimoine culturel qui transcendait la simple économie. Peut-être le plus remarquable, la technique elle-même est restée essentiellement inchangée. Au XXIe siècle, le stockfish norvégien est toujours produit au Lofoten, en utilisant les mêmes méthodes documentées dans les sources médiévales. La même morue de l'Arctique migre vers les mêmes eaux côtières chaque hiver. Les pêcheurs suspendent toujours le poisson sur des séchoirs en boyel, le long des mêmes emplacements de l'estran. Le séchage a toujours lieu de février à mai. Le vent et le froid effectuent toujours la lyophilisation naturelle, sans intervention humaine, au-delà de la suspension initiale. Une technique millénaire continue de fonctionner car elle était, dès le début, optimale pour son objectif. Pourquoi modifier une méthode qui atteint des résultats parfaits en utilisant des processus naturels gratuits? La production moderne maintient des normes de qualité qui préservent la réputation du stockfish. Les marchés d'exportation continuent de prospérer. Le Portugal reste le plus grand importateur, achetant pour environ 244 millions de dollars par an. L'Italie importe pour environ 23 millions de dollars. La Suède, bien qu'étant un pays scandinave voisin avec sa propre tradition de pêche, en importe pour 76 millions, révélant la nature spécialisée de la production de stockfish. Il est intéressant de noter que le Nigeria est devenu un marché important, avec 30,5 millions de dollars, et le Brésil importe pour 29,1 millions de dollars, montrant que le stockfish a trouvé des marchés bien au-delà de sa clientèle catholique européenne médiévale. Ces chiffres commerciaux modernes représentent la continuation de réseaux établis il y a un millénaire. L'UNESCO a reconnu à la fois la technique et l'infrastructure commerciale avec le statut de patrimoine. Briggen à Bergen, ce comptoir hanséatique qui a contrôlé le commerce du stockfish pendant des siècles, est désigné site du patrimoine mondial. Le savoir-faire traditionnel de la production de stockfish est reconnu comme patrimoine culturel immatériel. Le tourisme a découvert les Lofoten en partie parce que les visiteurs veulent être témoins de ce processus ancien. Les gens voyagent pour voir les poissons suspendus sur des séchoirs en bois, pour comprendre comment fonctionnait réellement la conservation médiévale, pour se connecter à ce lien tangible avec le passé. Les mêmes séchoirs qui nourrissaient l'Europe catholique pendant le carême nourrissent maintenant la curiosité sur la vie médiévale. L'héritage culturel s'étend dans des directions inattendues. Les communautés nord-américaines, descendantes d'immigrants scandinaves en Amérique du Nord, maintiennent les traditions du lutefisk, cette variation de stockfish traitée à la lessive. Les dîners annuels de lutefisk sont des événements sociaux au Minnesota, au Wisconsin et dans d'autres régions à fort héritage scandinave. La texture gélatineuse dont Erasme se plaignait il y a des siècles est maintenant adoptée comme identité culturelle par les communautés de la diaspora. La fierté régionale italienne se manifeste dans des compétitions pour savoir quelle préparation de bacala est la meilleure. Les cuisiniers amateurs portugais débattent des mérites des différentes qualités de stockfish, avec l'intensité que les Américains réservent au barbecue. La technologie de conservation médiévale est devenue le fondement de traditions culturelles vivantes. Quelles leçons le stockfish nous offre-t-il ? L'ingéniosité humaine se manifeste souvent non pas dans une invention complexe, mais dans l'observation attentive de la nature. Les pêcheurs norvégiens qui ont développé la production de stockfish n'étaient ni chimistes ni ingénieurs. C'étaient des gens qui ont remarqué que le poisson suspendu dans des conditions froides et venteuses séchait sans se gâter. Ils ont observé, expérimenté, affiné et finalement perfectionné une technique qui ne nécessitait aucune technologie au-delà de séchoirs en bois. Travailler avec la nature plutôt que de lutter contre elle a produit une méthode de conservation plus efficace que tout ce que la chimie artificielle a pu réaliser jusqu'au XXe siècle.
La transformation économique peut naître de la résolution de besoins humains fondamentaux. Le stockfish a relevé le défi fondamental de la conservation des protéines, et cette solution simple a bâti l'économie d'une nation, permis l'établissement en Arctique et créé des réseaux commerciaux couvrant un continent. Les pratiques religieuses façonnent les économies de manière profonde, que ce soit intentionnel ou non. Les exigences du jeûne catholique ont créé une demande qui a alimenté des siècles de commerce. Parfois, les anciennes méthodes sont les meilleures. La production de stockfish est restée essentiellement inchangée pendant plus d'un millénaire parce que la méthode originale était optimale. La durabilité par une intervention minimale s'avère plus durable que les systèmes complexes nécessitant un apport constant. Les pêcheurs norvégiens du Moyen Âge ont résolu l'un des défis les plus persistants de l'humanité: conserver les protéines sur le long terme. Leur solution ne nécessitait ni sel, ni fumée, ni additifs, ni technologie, au-delà de simples séchoirs en bois. Juste le vent, le froid et le temps. Le processus de lyophilisation naturelle qui se déroulait sur les séchoirs Yell des Lofoten éliminait 80% de l'eau de la morue fraîche, concentrant la nutrition 5 fois et créant un produit qui pouvait durer 5 ans, ou plus s'il était gardé au sec. De cette technique simple ont émergé de profondes transformations. L'industrie a créé Vagar, la première ville médiévale de la Norvège arctique. Elle a fait de Bergen une capitale. Elle a attiré des marchands internationaux, qui ont établi l'un des plus importants comptoirs de la Ligue hanséatique. Peut-être, plus significativement, les importations de céréales, que le stockfish permettait d'acheter, ont rendu possible l'habitation permanente dans les régions du Grand Nord où l'agriculture était impossible. Les camps de pêche saisonniers ont évolué en communautés ouvertes toute l'année, parce que le stockfish pouvait être échangé contre les céréales qui soutenaient les populations pendant l'hiver. Le lien religieux révèle l'interaction complexe entre la foi et le commerce dans la société médiévale. Les règles du jeûne catholique exigeaient l'abstinence de viande pendant environ un tiers de l'année. À mesure que les populations européennes augmentaient et que les villes s'étendaient, le défi de nourrir les populations urbaines pendant ces longues périodes de jeûne est devenu aigu. Le poisson frais se gâtait en quelques jours, le stockfish pouvait voyager pendant des mois et durer des années. La distinction théologique entre la viande d'animaux à sang chaud et le poisson à sang froid a créé le fondement économique des réseaux commerciaux internationaux. La pratique religieuse et la réalité économique étaient inséparables. Avec le recul de notre perspective moderne, les parallèles et les contrastes sont frappants. Nous utilisons la technologie de lyophilisation industrielle pour des produits allant du café à la nourriture des astronautes. Les Norvégiens du Moyen Âge utilisaient la lyophilisation naturelle alimentée par le vent et le froid de l'Arctique. Nous recherchons des systèmes alimentaires durables qui minimisent l'impact environnemental. Ils ont pratiqué la durabilité pendant plus d'un millénaire, n'utilisant aucune énergie au-delà du travail humain pour la transformation et du vent pour le séchage. Nous étudions les chaînes d'approvisionnement mondiales et nous émerveillons de la logistique moderne. Les marchands médiévaux exploitaient des chaînes d'approvisionnement s'étendant du cercle polaire arctique à la Méditerranée, livrant de manière fiable des protéines conservées à travers un continent pendant des siècles. Les leçons offertes par le stockfish transcendent l'histoire médiévale. Des solutions simples, soigneusement observées et affinées à travers des générations d'expérience, s'avèrent souvent plus durables que des interventions technologiques complexes. Travailler en harmonie avec les processus naturels, plutôt que de tenter de les dominer ou de les remplacer, peut produire des résultats remarquables. L'opportunité économique réside fréquemment dans la résolution de besoins humains fondamentaux, plutôt que dans la création de marchés de luxe. Et parfois, la meilleure approche consiste simplement à prêter attention à ce que la nature offre déjà et à apprendre à l'exploiter avec une intervention minimale. L'héritage durable est visible aujourd'hui le long du même estran des Lofoten, où les pêcheurs médiévaux suspendèrent leurs prises. Les séchoirs Yell bordent toujours la côte. La morue de l'Arctique migre toujours chaque hiver. Les poissons sont toujours suspendus par paires de février à mai, pendant que le vent et le froid accomplissent leur travail de conservation. Depuis l'an 875,
Lorsque Thorolf Kveldulfsson a effectué cette première expédition documentée vers la Grande-Bretagne, en passant par l'âge d'or de Vagar et le monopole hanséatique, à travers la réforme et la concurrence de Terre-Neuve, à travers des siècles de changements politiques et de modèles commerciaux changeants, jusqu'à notre ère moderne de production alimentaire industrielle et de chaînes d'approvisionnement mondiales, le stockfish persiste. La reconnaissance de l'UNESCO confirme ce que les communautés locales savent depuis plus d'un millénaire. Cette technique représente quelque chose de précieux, un lien direct avec l'ingéniosité médiévale et une pratique durable qui mérite d'être préservée. Le poisson qui séchait pendant 5 mois pouvait vous nourrir pendant 5 ans. Dans ce simple fait réside une profonde réussite. Les Norvégiens du Moyen Âge, dépourvus de réfrigération, de technologie industrielle ou de chimie moderne, ont observé leur environnement assez attentivement pour découvrir la lyophilisation naturelle. Ils ont affiné la technique au fil des générations, bâtissant la prospérité économique et des réseaux commerciaux internationaux sur la base de la morue séchée au vent. Ils ont créé un produit si bien conservé, si concentré sur le plan nutritionnel et si fiablement produit, qu'il a façonné le régime alimentaire de l'Europe catholique pendant des siècles. Parfois, les technologies les plus puissantes sont celles que la nature fournit gratuitement. Nous avons simplement besoin de la sagesse pour les reconnaître et de la patience pour les laisser agir. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la technologie de conservation médiévale et de l'histoire remarquable du stockfish. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation pour l'ingéniosité des Norvégiens du Moyen Âge, qui ont transformé l'abondance arctique en prospérité économique, grâce à une observation attentive et une intervention minimale. Si vous avez aimé découvrir comment le stockfish a façonné l'Europe médiévale, créant des réseaux commerciaux qui reliaient pêcheurs et marchands, foi et commerce, froid arctique et cuisine méditerranéenne, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec toute personne intéressée par l'histoire médiévale, la conservation des aliments, la durabilité surprenante des techniques traditionnelles, ou les liens fascinants entre la pratique religieuse et la réalité économique. Abonnez-vous pour plus d'exploration approfondie de la vie médiévale, de la technologie et des façons dont nos ancêtres ont résolu des défis auxquels nous sommes encore confrontés aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires, essayeriez-vous le stockfish préparé à la manière médiévale, trempé pendant 1 semaine et bouilli pendant des heures, pour faire l'expérience du même repas qui a soutenu l'Europe catholique pendant le carême pendant 1000 ans? À la prochaine fois, continuez d'explorer le monde infiniment fascinant de l'histoire médiévale et la sagesse intemporelle ancrée dans des traditions qui ont survécu à un millénaire.